la parution d'un livre qui est sorti sur l'Iran, dont le titre est La République islamique d'Iran en crise systémique, 4 décennies de tourments. Donc il va présenter les conférenciers de la deuxième partie. Et donc, vu les événements en Iran, on a trouvé judicieux d'inviter cette équipe. Ils sont plusieurs à avoir fait le livre et ils sont tous des auteurs de marque qui sont français et iraniens. Et donc, je laisse Atta présenter. Et on a l'honneur d'avoir M. Khosrow qui est là ce soir pour nous faire un exposé sur ce livre. Merci. Merci. Bonsoir. Merci, cher Pierre Hamedani, de nous inviter ici à parler de ce livre, mais en revanche, vous m'avez confié une mission un peu impossible. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Bon, en effet, ce livre a été publié à l'Harmattan, sous ma direction, où je travaille. Dans cette collection, il y a à peu près une centaine de livres consacrés à l'Iran. Certes, la plupart des livres, c'est sur l'histoire, et des essais. Il y a très peu de livres sur la poésie, sur ce qu'on appelle en persan la poésie officielle de Carson. Bon, enfin, je ne sais pas comment on dit en persan. Dans ce livre, c'est la première fois, c'est vrai, on a essayé la plupart de ces auteurs essayaient de retracer ou donner le bilan de 40 ou 4 décennies de la République islamique. Il y a une quinzaine d'auteurs, dont 3 contributeurs sont là. Votre serviteur, M. Farhad Khosrow et M. Motari. En effet, bon, il y a un peu, je laisserai tout à l'heure de regarder. Par contre, M. Hamedani, vous m'avez confié une mission un peu impossible, c'est de présenter Farhad Khosrow. Il est impossible. Bien qu'il y a quelques années, avec M. Motari, nous avons essayé, en compilant, enfin en prenant une dizaine d'articles de Farhad sur la révolution iranienne, et nous avons publié dans ce livre. Mais parler de Farhad Khosrow est impossible. C'est lui qui a commencé sa carrière en observant la révolution iranienne. Je crois, pour moi je suis dans le cas. C'est une mission impossible, je ne crois pas. C'est lui qui a fait, en revenant en France, il a travaillé sur les banlieues, sur plusieurs événements. Il n'a jamais abandonné l'Iran. Il a eu un regard très critique sur ce qui se passe en Iran. Alors, un des rares Iraniens qui a travaillé aussi sur la prison. Pour moi, je laisserai la parole à Mohsen. Peut-être il pourrait dire quelques mots. Non, mais viens ici, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Donc normalement on devait faire un exposé à 2 voix, mais on a vu que le temps passe et que tout le monde a faim. Donc on a changé un peu le programme. Donc on laisse pas Farhad Khosrow de faire un exposé. Donc je vais dire juste un mot par rapport à la trajectoire de Farhad Khosrow. Certes, il est plus connu en France comme un sociologue, il est philosophe de formation. Il y a plus de 40 ans, il a fait sa première thèse sur la pensée philosophique de Heidegger. Et ensuite, il a fait 2-3 thèses à Paris. Moi, j'ai eu la chance de suivre son séminaire dans les années 90 et j'ai fait aussi moi-même une thèse sur sa direction. Comme son étudiant, je suis devenu aussi un peu un collègue, un ami, donc on a tissé des liens très forts depuis quelques années. On a publié un certain nombre de textes en français, en anglais, en persan. Et récemment, on a eu aussi l'occasion de publier un livre qui est une étude un peu comparative entre la théologie chrétienne et la théologie musulmane. On a essayé de faire comme une sorte de miroir comment on pourrait porter un regard sur ces thématiques sans pour autant être ni théologien ni historien. Donc voilà, donc on n'a pas eu le cas aujourd'hui de parler de nos articles. Moi, ma spécialité, c'est plutôt sur le champ intellectuel en Iran. Il ne faut pas être trop bavard. Non, je vais juste... voilà, donc je laisse la parole à Farhad et puis je vous remercie.
Mes chers amis, on était censé faire un duo, mais pour des raisons liées à la situation plutôt catastrophique de vos estomacs et des nôtres, on a abrégé et vu les recommandations de mes amis, bon, je vais prendre la parole pendant une petite demi-heure. On pensait faire un travail d'explication d'un certain nombre d'articles qui figurent dans cet ouvrage. Je crois que compte tenu de la situation actuelle, la polarisation, l'attention de toute la diaspora iranienne sur ce qui se passe dans le pays, il serait vraisemblablement plus avisé de se focaliser sur ce problème-là. Et donc je vais essayer à chaud de donner une description pas trop circonstanciée. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous faire un peu une description, pas nécessairement neutre, puisque nous sommes tous plus ou moins mentalement engagés du côté des jeunes qui agissent de manière héroïque en Iran. Et puis notre situation à nous comme étant des membres de la diaspora. Enfin, une grande partie d'entre vous sont des Iraniens vivant en France, travaillant en France, faisant un métier médical ou associé. Bref, nous sommes dans un entre-deux. D'un côté, évidemment, notre vie quotidienne se déroule dans le pays de Voltaire, et d'autre part, nous sommes aussi affectivement, mentalement, sentimentalement liés à ce qui se passe en Iran. Et par conséquent, notre préoccupation est en quelque sorte double, et nous nous sentons autant français qu'iraniens, des franco-iraniens ou des irano-français, selon l'insistance qu'on porte sur la nationalité. Chez les jeunes, c'est vraisemblablement des franco-iraniens. Chez des gens comme moi, qui commencent à avoir l'âge de Noé, avec mes amis, on est des irano-français. Enfin, si on veut introduire une nuance entre les deux catégories. Mais alors, Farod, fais attention, on est chez les médecins, on aura des problèmes. Hein. Oui, de toute façon, les problèmes sont les nôtres, et nous sommes pris en étau, en quelque sorte, dans cette espèce d'entre-deux. Ce qui est tout à fait naturel pour les diasporas, mais à ceci près que nous, on est dans une société française où notre passé glorieux, notre culture, notre civilisation ne sont plus aussi valorisés du fait même d'une théocratie qui dénie en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler l'iranité en quelque sorte à notre pays au nom d'une version répressive de l'islam théocratique qui n'est pas nécessairement celle que vivent l'immense majorité des Iraniens ou des musulmans dans le monde entier, à savoir identification de la religion d'Allah à ce qu'on pourrait appeler une autocratie au nom de la religion. Bref, alors ce qui se passe actuellement, les sociologues, les anthropologues, si vous voulez, jettent un regard là-dessus avec un certain nombre de nuances. Et pour les sociologues, il s'agit, qu'on le veuille ou non, d'un mouvement social, avec tout ce que cela implique comme spécificité. Un mouvement social, c'est un mouvement de protestation qui n'est pas uniquement lié à des préoccupations d'ordre corporatiste et qui vise à changer la société, avec évidemment beaucoup d'incohérences, beaucoup de dissensions, de disparités, de ruptures selon les groupes sociaux qui adhèrent à un mouvement. Bon. Actuellement, ce mouvement, et là c'est le paradoxe, et c'est aussi le côté, à mon avis, le plus intéressant, le plus fascinant, ce mouvement a été lancé par des femmes.
On a eu tout au long de l'histoire de l'Iran, mais aussi du Moyen-Orient, d'autres pays musulmans, des mouvements dans lesquels les femmes ont joué un rôle prépondérant. Mais qu'un mouvement soit lancé par des femmes et que ce soit en un sens une sorte d'avant-garde féminin qui en prenne la responsabilité, c'est vraisemblablement la première fois dans le monde musulman. Je le dis un peu en connaissance de cause, puisque j'ai travaillé un peu sur ces phénomènes-là. Encore une fois, il ne s'agit absolument pas de dire que les femmes n'ont pas été présentes dans le monde musulman, et en Iran en particulier, dans les mouvements sociaux, loin de là. Mais que, en un sens, le leadership du mouvement soit pris en charge par des femmes, et que ces femmes soient des femmes, non pas d'un certain âge, mais très jeunes, entre 15 et 25 ans au maximum. Et bien ça, c'est un phénomène nouveau. Et ça renvoie à ce qu'on pourrait appeler une subjectivité nouvelle. Je veux dire, il faut comprendre le monde de ces jeunes femmes et de ces jeunes filles, puisqu'il y en a maintenant qui ont 15 ans et moins, et qui se jettent dans la rue à corps perdu. On est face à un phénomène dont on peut penser que cela reflète, qu'on le veuille ou non, la modernité de la société iranienne, malgré, encore une fois, énormément de problèmes majeurs qui secouent la société civile, malgré des problèmes d'ordre économique, anthropologique et psychologique qui sont présents dans la société. Bref, là, c'est la nouveauté, dirais-je, absolue de ce mouvement. Mais à partir de là, contrairement au féminisme occidental, où on a vu une sorte de disparité, voire dissension entre hommes et femmes, eh bien, il y a comme une sorte d'unité effusive, d'unité qui va dans le sens d'une effervescence collective entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. En d'autres termes, les jeunes hommes acceptent ce mouvement des femmes, abondent dans son sens et le soutiennent. Ça aussi, c'est la seconde caractéristique majeure de ce mouvement, et je crois qu'il serait intéressant de se pencher dessus. Le troisième, c'est que c'est un mouvement qui est en un sens paradoxal dans la mesure où la société iranienne a été soumise à ce qu'on pourrait appeler depuis une quarantaine d'années une intense propagande religieuse visant à faire intérioriser par les jeunes les fondamentaux de ce qu'on pourrait appeler la théocratie islamique. Eh bien, le résultat est totalement contraire à cette pseudo-socialisation de la jeunesse iranienne dans les institutions scolaires, au niveau de la propagande de l'État, à la télé, à la radio, bref. Là, on assiste à une sécularisation de la société iranienne qui me paraît fondamentalement moderne. Évidemment, on pourrait essayer de comprendre les racines de cette sécularisation. Je n'aurai pas le temps de développer ici, compte tenu du laps de temps qui m'est imparti, et à juste titre. Il y a un phénomène nouveau. Dans les slogans, on ne trouve vraiment aucune thématique religieuse. Et dans le mode de comportement de ces jeunes, filles, femmes, garçons, hommes, il n'y a pas de place pour la religion. Il y a une sécularisation très profonde. Et dans cette sécularisation, on voit bien qu'il y a une thématique qui semble faire l'unanimité, c'est le fait que le corps d'une femme lui appartient. On voit bien, il y a des femmes qui portent le voile et qui accompagnent les femmes qui ne portent pas le voile et qui refusent de porter le voile. Il ne s'agit absolument pas d'un mouvement anti-islamique au sens strict du terme, il s'agit d'un mouvement anticlérical, anti-théocratique et qui
tente, en quelque sorte, de réaffirmer solennellement la prise en charge du corps par la femme et par l'homme. Et primordialement par la femme, puisque les restrictions les plus importantes sont imposées en quelque sorte aux femmes, à savoir le voile, la dissymétrie dans les droits. Une femme vaut grosso modo la moitié d'un homme. Bref, tout ce qui, en un sens, blesse une conscience moderne. Et le côté, je veux dire, paradoxal de ce mouvement, c'est que ces jeunes filles, ces jeunes femmes agissent en toute lucidité sur ce problème-là. Et, en un sens, en rejetant fondamentalement plus de 40 années de socialisation, d'endoctrinement, d'idéologie théocratique, dont on voit très bien, à même leur comportement, à même leurs attitudes, le côté abscon, le côté totalement retardataire, attardé, bref, une forme de subjectivation, nous appelons ça subjectivation, c'est-à-dire le fait de s'approprier mentalement dans sa subjectivité et en affirmant son caractère souverain dans l'espace public, eh ben, on est face à un phénomène massif. Peu importe que le mouvement soit écrasé ou non, personnellement je ne crois pas qu'il puisse être écrasé aussi aisément. Mais peu importe, l'essentiel est que ça va marquer l'imaginaire collectif iranien et la mémoire collective. Et le régime ne pourra pas se défaire en quelque sorte de cette défaite, pas seulement sur le plan symbolique, mais sur le plan aussi de ce qu'on pourrait appeler l'intersubjectivité en Iran post-révolutionnaire. Un autre problème qui est fondamental dans ce mouvement, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hymne à la joie. Je veux dire le rejet de cette espèce de dolorisme religieux qui s'autorise de la mort, de la tristesse, de tout ce qui ne va pas dans la vie pour assurer l'hégémonie de cet islam clérical. Eh bien, ces filles, ces garçons, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, eh ben, sont pour une modernité joyeuse. Et c'est dans l'affirmation de la joie comme un droit inaliénable qu'elles tentent en quelque sorte de mobiliser les uns les autres. Le pouvoir, évidemment, ne laisse aucune chance pour l'organisation de ce mouvement, parce qu'un mouvement sans organisation est un mouvement précaire. S'il y a une organisation, eh ben, il peut se développer de manière beaucoup plus cohérente en exprimant en quelque sorte ses desiderata et en parvenant à mobiliser massivement la population. Eh bien, cela est dénié à ce mouvement. Et en dépit de ce fait, depuis plus de 4 semaines, ce mouvement se déroule tous les jours dans de nombreuses villes iraniennes et à la barbe du pouvoir. Un autre problème qui est quand même essentiel, je crois qu'il est intéressant de souligner, c'est le fait que la première femme qui a été à l'origine de ce mouvement, Mahsa Amini, a trouvé la mort à l'âge de 22 ans à Téhéran, dans les locaux de la brigade des mœurs, où vraisemblablement, ou très vraisemblablement, on lui a asséné un certain nombre de coups qui ont entraîné la mort. Eh bien, cette jeune femme était une Kurde. Et on voit bien que maintenant, dans les manifestations, les slogans vont dans le sens de la glorification des Kurdes en tant qu'Iraniennes à part entière. Je crois que dans ce mouvement, on découvre ce qu'on pourrait appeler cette espèce d'unification culturelle de la société iranienne, avec la nécessité évidemment
de reconnaître la spécificité des Kurdes, des Lourds, des Belouches, de toutes les minorités iraniennes, mais un sentiment de co-appartenance dans une effusion collective où la liberté est devenue la thématique essentielle. D'où le slogan la femme, la vie et la liberté. Cette liberté-là, sémantiquement, n'a rien à voir avec la liberté du début de la révolution qui ensuite a été accaparée par la théocratie islamique, à savoir la révolution de 1357-1979. Il y a deux libertés qui sont totalement différentes. J'avais fait un travail sur le contenu anthropologique de la notion de liberté au début de la révolution iranienne et j'ai essayé de montrer que c'était vraiment tout à fait à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler la liberté au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire une liberté démocratique. À présent, il s'agit d'une liberté démocratique fondamentale. Il s'agit de l'affirmation de la citoyenneté et de sa dignité, le refus d'un endoctrinement religieux qui veut s'imposer à la société au nom d'une théocratie qui se réclame de Dieu pour justifier ce qu'on pourrait appeler la répression la plus noire, et l'affirmation de ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté par-delà le genre. Femmes et hommes s'unifient dans l'exaltation de cette liberté par-delà toutes les différences de genre qui peuvent les séparer. Et ça aussi, ça dénote la grande modernité de cette société. Je ne sais pas de combien de temps je dispose encore, 5 minutes 10 minutes. 10 minutes. Bon, alors, il y a un certain nombre d'autres faits qui me paraissent tout aussi importants. C'est l'inversion du regard face au monde extérieur et notamment l'Occident. Il s'agit actuellement en Iran d'une société qui porte un regard beaucoup plus modéré sur l'Occident que ne veulent les tenants du régime. Pour la société civile iranienne, dont on observe les manifestations paisibles mais qui sont réprimées sauvagement, a une forme de rapport pacifié avec l'Occident. Et ce rapport pacifié se veut par-delà ces antagonismes qui agitent le pouvoir actuel et qu'il s'approprie afin de s'imposer à la société iranienne au nom d'une lutte sans merci, sans fin, contre un Occident soi-disant usurpateur. Eh bien, vous ne trouverez pas un seul slogan anti-occidental dans ce mouvement. Par contre, ce sentiment prévaut qu'il y a, par-delà les nationalités, une sorte de tribunal de droits humains, de droits de l'homme, qui doit juger de la manière dont ce mouvement est réprimé en Iran. On a vu aussi des mouvements de sympathie extrêmement importants, un peu dans toutes les grandes villes occidentales. Rien qu'au Canada, enfin à Toronto, il y a eu plus de 50 000 manifestants, dont une grande partie d'origine iranienne, parce qu'il y a une diaspora extrêmement importante là-bas. Alors, ce mouvement marque aussi, si vous voulez, sur le plan de la subjectivité des acteurs et des actrices qui l'animent, un rapport beaucoup plus modéré, beaucoup plus tempéré, beaucoup plus sympathique vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler le monde occidental. Il ne s'agit absolument pas de vouloir souscrire à ce que font les gouvernements occidentaux, mais il s'agit d'avoir un rapport de modération et de pondération vis-à-vis des autres êtres humains qui vivent et qui voudraient aussi établir des relations cordiales avec la société iranienne. Là aussi, c'est un phénomène extrêmement important dans ces manifestations. Un dernier point, et je m'arrête, je pourrais parler pendant 1 heure ou 2, mais je crois qu'après on aura tous des problèmes d'estomac,
Et évidemment, il y a des médecins ici qui pourraient se charger de nous guérir, mais disons que ça poserait quand même un problème majeur, ne serait-ce qu'au niveau de l'appétit d'exister. Alors, le dernier point, c'est que ce mouvement est jusqu'à présent animé par la 3e génération. Je veux dire, ce sont des jeunes, des étudiants, et de plus en plus des lycéens et des lycéennes qui se jettent dans la rue. La 2e et la 1re génération, c'est-à-dire les parents et les grands-parents, les grands-parents ont fait la révolution, ont participé au mouvement révolutionnaire, et les parents ont été dans l'entre-deux. Ils ont intériorisé la peur. Cette peur, en partie, a été surmontée, mais pas entièrement. Ce qui fait que ce sont des jeunes et des très jeunes qui sont dans la rue. À supposer que les parents et les grands-parents acceptent de surmonter leurs craintes et à dépasser leurs peurs, on pourrait s'attendre à un mouvement beaucoup plus important, collectif, et qui remettrait en cause l'hégémonie du pouvoir en question. Si le pouvoir arrive à maintenir ce type d'appréhension dans la 2e et la 1re génération, il est fort à parier que ce mouvement soit réprimé dans le sang dans un avenir pas très lointain. J'espère que les choses vont se dérouler autrement et qu'il y aura de la part de la 1re et de la 2e génération un sursaut de lucidité pour comprendre que la nature du pouvoir qui s'exerce en Iran et qui réprime la société iranienne, eh ben, c'est une nature qui, de toutes les façons, n'est pas propice au développement de la société iranienne. Un grand merci. Merci, Charles.